Histoire de mère à fille. Alcoolisme, les dommages collatéraux. Dans l'épisode 14, dans Papa Outé, je vous disais que mon père travaillait dans les travaux publics et qu'il était fréquent qu'il boive de l'alcool. Cela commençait souvent par des canettes de bière en fin de journée et notamment lorsqu'il travaillait dans le Sahara où il faisait très chaud. Il est vrai que d'origine hongroise, les hommes de ce pays ont l'habitude de boire des alcools forts lorsqu'il fait froid et que c'est une coutume. Puis, quand mes parents ont déménagé, lorsque nous étions en bas âge, puis junior pour aller en Gironde et en Dordogne, afin de suivre les chantiers de mon père, ils continuaient à consommer de l'alcool régulièrement. Cependant, comme il était encore assez jeune, la quarantaine, il encaissait plus facilement, donc nous avons très peu vu à l'époque d'effets secondaires. Encore jeunes enfants, nous ne nous rendions pas trop compte de certains soirs où notre père rentrait en état d'ébriété car nous étions déjà au lit. Mais nous entendions quand même les disputes. Ma mère faisait bien le tampon entre nous et notre père. Et puis nous sommes revenus en Gironde et je crois que c'est à ce moment-là que mon père a quitté les travaux publics. Je ne sais pour quelle raison. Ma mère s'est mise à retravailler et mon père a été embauché comme veilleur de nuit dans une entreprise de gardiennage. Les périodes d'ébriété ont continué, mais cette fois-ci, quand il rentrait le matin vers 8h, dans le meilleur des cas, ou plus tard si mon père avait fait une halte dans un bar. À cette époque, adolescente, je n'avais que peu d'amis, car je n'osais jamais les inviter à la maison. Je ne savais pas si mon père serait à la maison, à jeun ou pas, et s'il me ferait honte. J'évitais, si je pouvais, d'être à la maison en même temps que lui, mais n'ayant que peu d'amis, je n'avais pas beaucoup d'échappatoire, hormis me retirer dans ma chambre. Chaque fois qu'il devait rentrer, je guettais à la fenêtre pour savoir s'il marchait droit, et je craignais toujours que nos voisins le voient saoul. Du reste, dans le quartier, tous les voisins étaient au courant. Quand je les croisais, j'avais toujours ce sentiment de honte qui ne me quittait jamais. Donc, pas de boum à la maison, et pour les repas de famille, il y avait toujours cette épée de Damoclès où l'on craignait que mon père dérape. Car, dans ces cas-là, il parlait mal, il était grossier, il nous insultait. Cependant, il ne nous a jamais frappés, fort heureusement. Mais les mots sont plus blessants. Et le lendemain, il ne s'en souvenait jamais. C'était bien pratique. À l'époque, nous n'avions pas les téléphones portables pour enregistrer les scènes et les preuves. En tant que fille et adolescente, j'étais toujours en conflit avec lui, car j'avais accumulé de la colère envers lui, alors que j'aurais dû normalement être en opposition avec ma mère. À plusieurs reprises, j'avais demandé à ma mère pourquoi elle ne divorçait pas. Étant catholique, elle me répondait que cela ne se faisait pas, et elle ne voulait pas quitter mon père car elle avait peur qu'il décline et qu'il se retrouve à la rue. Mais peut-être que cela lui aurait fait un électrochoc. Quoi qu'il en soit, nous avions rarement une ambiance détendue à la maison et avec mes frères, au lieu d'être soudés et rapprochés. Les conséquences que je connais sont que je connais très peu mes frères et vice-versa. Du coup, chacun de nous a pris les distances et fait sa vie chacun de son côté. Mon frère aîné, c'est en quittant la maison à l'âge de 15 ans pour s'enrôler dans l'armée de l'air. Mon petit frère, c'est en vadrouillant dans le quartier en cyclomoteur avec ses potes, et moi, en m'isolant dans ma chambre, mon seul refuge. Plus tard, chacun fait sa vie, avec peu ou pas de liens proches. Pour moi, ils étaient devenus des étrangers, à croire qu'ils n'ont jamais été mes vrais frères de cœur ou d'âme. Encore une fois, c'est peut-être pour cela que j'ai appris à compter que sur moi-même. En ce qui concerne les thérapies, déjà il fallait que mon père ait un minimum de prise de conscience de sa maladie et qu'il a eu tardivement. En effet, il a fait 2 ou 3 cures dans une clinique spécialisée à Bagatelle
dans la région bordelaise, mais il y a toujours eu des rechutes. Je ne me souviens pas qu'il ait pu participer à un groupe de soutien et je ne suis pas sûre que cela existait déjà en France il y a 40 ans. Peut-être qu'une thérapie familiale aurait été utile et bénéfique, mais là encore, cela n'existait pas. Quant aux causes de cette emprise de l'alcool, mon guérisseur m'avait dit que pour lui, la cause, c'était l'ennui. De quoi ? De son couple ? De son déracinement, puisqu'il avait quitté son pays à 18 ans ? De l'absence du père, qu'il avait peu ou pas connu, puisqu'il était décédé alors qu'il était très jeune ? C'est peut-être cette absence qui m'a transmise, puisque mon père était là sans être là. Et toi, qu'en penses-tu ? As-tu connu une personne alcoolique dans ta famille ? Comment t'en es-tu sorti ? Si cette histoire te fait écho, merci de liker, de t'abonner ou de partager ton expérience. Je te dis donc à bientôt pour une autre histoire vraie. Je m'appelle Nicole et je vous partage cette histoire car j'ai le projet de créer l'atelier de mes filles qui va être consacré à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et les cosmétiques naturels. Je vous dis donc à bientôt pour la suite.